Voilà. Comme l'a dit Rama, vous ne allez pas être affiché uniquement les personnes qui parlent et les intervenantes auront leur visage sur l'enregistrement de ce webinaire. Donc, la première partie de ce webinaire, c'est la recherche-action de 2018 afin de mieux identifier et connaître les cyberviolences au sein du couple. Alors, avant de vous présenter l'étude, il est important de donner la définition des violences sexistes et sexuelles dont les cyberviolences font partie. Et à l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, au Centre Hubertine Auclair, on se base sur la définition du Conseil de l'Europe et aussi de l'ONU, qui justement nous aide à comprendre les violences sexistes et sexuelles comme émanant des rapports de domination structurels et systémiques entre les femmes et les hommes. Et donc, les violences sexistes et sexuelles doivent être comprises comme un moyen d'instaurer une domination sur les femmes. Et donc, les cyberviolences conjugales doivent être également comprises dans ce rapport de domination des hommes sur les femmes. Et donc, c'est pour ça qu'on parle des femmes, souvent on utilise le terme femmes victimes de violences parce qu'on voit, grâce à cette définition et à travers les statistiques, que les femmes sont principalement victimes de violences sexistes et sexuelles. Merci beaucoup, Iman. En effet, l'un des premiers travaux phares du Centre Bertine Leclerc a été sa recherche-action inédite de 2018, qui a permis en fait d'établir des premières connaissances sur les cyberviolences au sein du couple. Donc cette recherche-action a impliqué 15 associations, 5 unités médico-judiciaires, 2 organisations d'avocates et l'Institut de victimologie. Et le but, c'était vraiment de travailler avec les professionnels de terrain qui sont en contact avec les victimes. La méthodologie a repris donc un questionnaire court de cette question pour toutes les femmes victimes de violences conjugales accueillies pour la première fois, donc lors du premier entretien. Il y avait ensuite un deuxième questionnaire long de 54 questions pour les femmes victimes de violences conjugales, accompagnées sur la durée, donc au sein d'un accompagnement plus long, et un questionnaire auprès des professionnels accompagnant les femmes victimes. Donc cette recherche-action, elle a eu pour but de faire remonter les besoins de terrain des professionnels en contact direct avec les victimes de violences conjugales et de déterminer si elles étaient aussi et par quelle forme victimes de cyberviolence conjugale. Donc cette recherche-action a permis d'établir directement des pistes d'action et de recommandations pour agir efficacement. Et elle a aussi permis de mettre en avant différentes spécificités sur les cyberviolences au sein du couple. Les cyberviolences au sein du couple, elles couvrent en fait un large éventail d'actes commis en ligne via les outils numériques, par exemple des appels téléphoniques, des messages répétés et envoi ou diffusion de photos à caractère sexuel sans l'accord de la victime, ou alors de la cybersurveillance via des caméras ou des logiciels. Et ces violences, elles s'inscrivent dans le continuum des violences auxquelles sont confrontées les femmes. On se rend compte que les cyberviolences, elles se retrouvent imbriquées au sein des violences au sein du couple. Et un des chiffres clés de cette recherche à action a été 9 femmes sur 10 victimes de cyberviolences conjugales ont aussi été victimes de cyberviolences. Ce qui montre que quasiment toute femme victime de violences conjugales est aussi victime de cyberviolences. En fait, le numérique, il va offrir aux auteurs de violences au sein du couple des moyens faciles, accessibles et instantanés pour davantage surveiller, contrôler et humilier les femmes. Ça va faciliter et renforcer les mécanismes des violences commises et ne va laisser aucun répit à la victime qui se retrouve exposée à ces violences en permanence. Enfin, cette recherche-action a permis de définir différentes formes de cyberviolence au sein du couple à travers les différents questionnaires et le Centre Bertine-Leclerc a pu les classer par ordre de prévalence. On a d'abord identifié le cybercontrôle, qui a comme définition un comportement répété du partenaire ou l'ex visant à connaître et vérifier régulièrement au moyen des outils numériques les déplacements et ou les relations sociales de la partenaire ou de son ex. C'est par exemple demander à une personne d'être joignable en permanence, lui interdire de communiquer avec des personnes, demander par exemple aussi une photo pour savoir où est-ce qu'elle est, pour prouver. Ce sont des formes de cybercontrôle. La recherche-action a permis ensuite d'identifier le cyberharcèlement, qui a été défini comme l'utilisation des appels, SMS ou autres communications via les réseaux sociaux avec la volonté de faire du mal et qui, par leur fréquence, vise à envahir, même à distance, le quotidien de sa partenaire ou son ex. Et donc là,
C'était par exemple recevoir des insultes ou des injures de manière répétée, mais aussi des menaces de mort. Une autre forme qui a été identifiée, c'est la cybersurveillance. La cybersurveillance a été définie comme l'ensemble des agissements, partenaires ou ex, visant à assurer un contrôle continu des déplacements, agissements et relations sociales au moyen des outils numériques. Et au sein de cette cybersurveillance, on a identifié deux types. La cybersurveillance imposée, c'est par exemple quand le partenaire exige de connaître les codes de numéro de téléphone, de réseaux sociaux, et donc la personne sait qu'elle va être surveillée puisque le partenaire ou l'ex a accès à ces outils numériques, à ses comptes, à ses réseaux sociaux. En parallèle, il y a aussi la cybersurveillance à l'insu, qui donc là, la personne va être surveillée à distance, sans son accord et via par exemple un logiciel espion. Dans ces cas-là, la victime, elle exprime plutôt un sentiment de surveillance. Par exemple, le partenaire ou l'ex va être au courant d'informations qui ne lui ont pas été partagées, que ce soit des déplacements ou des informations ou des paroles qui ont été dites. Ces paroles ont généralement été dites soit en ligne, soit à des proches. Et c'est en se rendant compte que le partenaire ou l'ex est au courant de ces informations qui ne lui ont pas été partagées que la victime commence à avoir des doutes ou à avoir ce sentiment d'être surveillé sans pouvoir pour autant l'expliquer. On a identifié ensuite les cyberviolences économiques ou administratives, qui sont des comportements facilités par des outils numériques visant à réduire l'autonomie financière et ou à contraindre les démarches, notamment administratives, de sa partenaire ou son ex. Là, par exemple, ça va être d'avoir accès donc aux comptes administratifs ou économiques comme des comptes bancaires, la CAF, France Travail, l'assurance maladie, et de soit changer des mots de passe ou changer des informations sur ces comptes pour exercer un contrôle des violences envers sa partenaire. Une autre forme de cyberviolence qui a été identifiée à travers cette recherche-action a été les cyberviolences sexuelles, qui sont définies comme l'utilisation des moyens technologiques pour filmer, prendre des photos pendant un acte sexuel et menacer de les diffuser, ou mettre la menace à exécution pendant la relation ou après la fin de celle-ci, afin d'humilier. Là, par exemple, comme ça a été dans la définition, ça peut être la menace de diffusion de contenu intime qui ont pu être obtenus avec consentement pendant la relation ou non, ou par exemple exiger de filmer des pratiques sexuelles de par sa partenaire. La dernière forme qui a été identifiée et qui est aussi très importante et qui parfois n'était pas vue comme une forme de cyberviolence, mais le centre a vraiment voulu la mettre en avant, sont les cyberviolences via les enfants. On les définit par la prise de contact avec les enfants, par l'ex-partenaire, pour continuer d'exercer un contrôle sur les actions et les déplacements de sa partenaire ou ex, et ou pour la menacer. Par exemple, ça va être utiliser les outils numériques des enfants, téléphone, portable, tablette, pour cybersurveiller ou cybercontrôler encore la mère, pour rester en contact avec elle ou surveiller les déplacements. Et donc les enfants et leurs outils numériques vont être utilisés pour atteindre la mère. C'est donc pour ça qu'on dit que les enfants sont co-victimes des cyberviolences au sein du couple. Un point important qu'a mis en avant aussi la recherche Action, c'est qu'il n'y a pas de profil type de la victime de l'agresseur. Il est important de garder à l'esprit que ces violences, elles concernent tous les milieux sociaux, tous les âges, tous les niveaux d'études, toutes les cultures. Et elles sont pas réservées à un groupe social particulier. Des femmes utilisant des technologies que rarement peuvent être aussi victimes de cyberviolences et les agresseurs n'ont pas besoin d'être des experts pour utiliser le numérique au sein des violences dans le couple. Donc, il n'existe vraiment pas de portrait type de la femme victime ni du partenaire ou de l'ex violent. Et pour rappel, et on reviendra dessus un peu plus tard, mais la loi interdit toutes les formes de cyberviolence au sein du couple, c'est-à-dire que tout ce qui a été décrit comme forme de cyberviolence est bien condamné par la loi. Enfin, cette recherche-action a eu pour objectif, donc, enfin, a mis en avant la prise en compte nécessaire des cyberviolences au sein du couple. Ces cyberviolences, bien que quasiment toujours présentes au sein des violences au sein du couple, sont minimisées et banalisées par les victimes, qui en fait ont encore du mal à mettre des mots dessus ou ne vont pas avoir conscience de l'impact ou du fait que ces actions sont des violences. Et ces cyberviolences sont encore trop peu connues et identifiées par les professionnels. La recherche action a montré que dans un cas sur quatre, le ou la professionnelle a posé spécifiquement les questions relatives au numérique quand les victimes déclarent les violences conjugales. Alors, je crois qu'on a eu un petit...
un petit souci sur le slide avec un crayon. Je ne sais pas Tu peux, alors, annoter et ouais, gommer, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Donc, moi, ce D'accord. que j'invite à faire, tu peux te enlever ta slide et te reconnecter, ça repartira normalement. Ou c'est D'accord. bon. Est-ce que c'est bon là? Là, c'est nickel. Parfait. Parfait, super. Très bien. Euh, Parfait. Et ben, c'était la fin de cette première partie qui me permet donc de faire la transition avec le fait que face en fait à cette recherche action de 2018, il y a eu donc une intégration des cyberviolences donc dans le référentiel national commun de compréhension et d'action contre les cyberviolences au sein du couple. Et la MIPROF donc s'est appuyée sur les travaux et l'expertise du Centre Bertine Leclerc et nous sommes ravis du partenariat qui a été fait et que le constat de nos travaux ont pu alimenter le référentiel national. Et donc je donne la parole à Cathy Georges Maillard de la MIPROF. Merci beaucoup Inès pour toute cette présentation et merci d'avoir invité la MIPROF à participer à ce webinaire. Alors quelques mots sur la MIPROF. La MIPROF a été créée par décret en 2013 et aujourd'hui Roxana Maracineanu en est la secrétaire générale. La MIPROF a trois missions principales. La première, le pilotage de l'Observatoire national des violences faites aux femmes qui publie chaque année la lettre de référence relative aux données des violences au sein du couple mais également des violences sexistes et sexuelles de manière plus générale ainsi que des lettres thématiques. La deuxième mission est celle qui nous amène ici aujourd'hui, c'est la protection des femmes contre les violences, avec la diffusion d'une culture commune de la protection, la création d'outils de formation et la constitution d'un plan national de formation. La troisième mission est la coordination nationale de la lutte contre l'exploitation et la traite des êtres humains. On peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Alors, la MIPROF administre voilà, le site du gouvernement arrêtonslesviolences.gouv.fr sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble de nos outils de formation qui sont tous composés d'un livret de formation ainsi que d'un court-métrage. Vous pouvez les télécharger gratuitement et les utiliser dans vos formations. Vous avez également la possibilité de télécharger les lettres de l'Observatoire, les lettres relatives aux données, publiées chaque année, comme je vous l'ai dit, au mois de novembre, ainsi que les lettres thématiques, la dernière en date étant sur la prostitution en France. Vous avez un QR code à l'écran qui vous permet d'avoir accès à la lettre du mois de novembre 2024. Alors, justement, nous, un des guides les plus utilisés à la MIPROF est le guide Anna, qui traite des violences au sein du couple. C'est le guide le plus téléchargé. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans la quasi-totalité des violences au sein du couple, comme vous l'a d'ailleurs présenté Inès, dans 9 cas sur 10, les femmes sont également victimes de cyberviolence. Donc, on a vraiment souhaité intégrer cette notion dans notre guide Anna, dans l'intégralité des contenus de formation, dans notre référentiel commun, parce que ces violences, euh, elles n'arrivent pas seules, hein, évidemment, comme vous vous en doutez, elles sont cumulatives. Il peut y avoir des violences physiques, des violences psychologiques, des violences verbales, économiques, administratives, sexuelles et les cyberviolences. Tout ça se cumule et l'agresseur va particulièrement utiliser justement les cyberviolences pour exercer son emprise de manière continue sur la victime. Et il va exercer son emprise à travers, en fait, on le voit dans la stratégie de l'agresseur, stratégie d'ailleurs qui a été conceptualisée par le collectif féministe contre le viol. Dans toutes les phases de la stratégie, les cyberviolences sont omniprésentes. Aussi bien pour mettre en confiance la victime à travers des messages qui vont être envoyés. Oh, mais ma chérie, tu es formidable, je t'aime. Des messages qui vont être envoyés assez régulièrement d'ailleurs tout au long de la journée, qui peuvent paraître anodins, mais qui sont quand même assez répétitifs. Il va demander l'accès à ses réseaux sociaux, comme vous l'a dit Inès également, à ses applications bancaires, à la CAF, l'assurance maladie ou autre. Et petit à petit, en fait, il va l'isoler, certes physiquement, de ses amis, de sa famille, mais aussi d'un point de vue numérique. On le sait aujourd'hui, pour entretenir des relations, on les entretient aussi via les outils du numérique. Et ça, l'agresseur le sait, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il va être extrêmement
on va dire, vigilant à ce que la victime, en fait, n'entretienne pas de relation quelconque sur les réseaux sociaux avec sa famille ou avec ses amis. Il va également la dévaloriser, c'est-à-dire 14h01, ma chérie, je t'aime, tu es formidable. Qu'est-ce que tu es en train de faire? 14h02, mais punaise, réponds, qu'est-ce que tu fais? 14h03, mais t'es vraiment une traînée, je suis sûre que tu es en train de me tromper, vas-y, dépêche-toi, réponds. En l'espace de 3 minutes, il a alterné le chaud et le froid. Là, je vous fais la version, bien évidemment, un peu sans insultes, sans injures. Vous imaginez que c'est bien pire derrière. Et ça va véritablement créer un brouillard psychique pour la victime, ce chaud, froid, et surtout continu. C'est-à-dire que nos téléphones portables, on les a quand même assez régulièrement sur nous. On est quand même dans un monde qui est connecté. Donc, c'est-à-dire que même lorsque la victime n'est pas en présence de l'auteur, il peut exercer son emprise, il peut exercer ses violences. Il va également la menacer, lui faire peur, de publier des photos intimes, euh, comme l'a dit Inès, consenties ou non consenties. Il peut la menacer de s'en prendre à sa famille, à ses amis, la dénigrer sur les réseaux sociaux. Il va bien évidemment inverser la culpabilité. C'est-à-dire que, mais si je m'énerve, ma chérie, si je m'inquiète, et si j'ai eu ces propos, mais c'est de ta faute, si tu m'avais répondu dès que je t'ai appelé, j'aurais pas eu besoin d'avoir ces propos. Constamment, il va justifier, au fait, ses actes et ses violences à travers le comportement, le non-comportement de la victime. Et la victime va véritablement finir par croire à tout ça, à croire qu'elle est responsable. Ça va créer une hyper-vigilance. Elle va être en stress dès qu'il va envoyer un message, elle va être en stress dès qu'elle ne répond pas à ses messages parce qu'elle ne peut pas, parce qu'elle est au travail, parce qu'elle est en réunion. Ça va véritablement provoquer un stress extrême continu. Et bien évidemment, dans toute cette histoire, il va assurer son impunité en portant le masque du conjoint, du petit ami, du concubin bienveillant, très à l'écoute, très aimant auprès de sa partenaire, enfin, surtout aux yeux de ses proches, de sorte de passer pour se rendre au fait insoupçonnable aux yeux de toutes et tous. Comme je vous l'ai dit, cette stratégie, cette emprise va véritablement provoquer un stress qui va être complètement hors norme pour la victime et surtout qui va être continu. Qui dit stress dit le fait qu'on va sécréter de l'adrénaline et du cortisol. L'adrénaline et le cortisol, qui sont les hormones du stress, vont avoir des effets qui sont particulièrement impactants sur la santé et vont provoquer des réactions aussi qui peuvent paraître un peu incompréhensibles lorsqu'on n'est pas formé sur ces sujets. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réagi? Pourquoi est-ce qu'elle n'en a pas parlé plus tôt? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas tout simplement dit non? Et pourquoi elle n'a pas arrêté cette relation? En fait, toutes ces questions qu'on ne cesse d'ailleurs de poser aux victimes, hein, au lieu de mettre la focale sur l'agresseur, sont déjà culpabilisantes. Mais j'ai envie de dire, je comprends qu'on puisse se les poser lorsqu'on n'est pas formé au psychotrauma. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a un stress, vous avez votre amygdale cérébrale qui est située à l'arrière de votre cerveau qui va sécréter cette hormone lorsqu'il se passe quelque chose. Ça va envoyer l'information à votre hippocampe, à votre cortex frontal, qui va analyser ce qui se passe. Je vous donne un exemple. J'entends un énorme boom. Ok, très bien. Je vais stresser, je vais sécréter de l'adrénaline et du cortisol. L'information est donnée à mon cortex frontal, qui analyse la situation. Ah, je regarde par la fenêtre, on est le 14 juillet, le boom, c'est un feu d'artifice. Je vais donc éteindre l'alarme, éteindre le stress, éteindre l'amygdale cérébrale donc, et je vais enregistrer ce qui vient de se passer dans ma mémoire, ce qui fait que généralement le 14 juillet, je ne vais pas finalement stresser parce que je sais que tous les 14 juillet, eh ben, il y a des feux d'artifice. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense que vous avez remarqué que les enfants, ils sont en panique totale dès qu'ils entendent des feux d'artifice. Pourquoi? Parce que leur cerveau n'a pas encore enregistré cette information comme étant quelque chose qui n'est pas dangereux pour leur vie. Quand une personne est victime de violence, et j'insiste vraiment, peu importe la forme de violence, et c'est également vrai pour les cyberviolences et les différentes formes de cyberviolence qu'on vient de vous décrire, qui ne sont absolument pas à minimiser et qui ont un impact psychotraumatique absolument énorme sur les victimes parce que, comme je viens de vous le dire, elles sont utilisées tout au long de la stratégie de l'agresseur et elles sont en continu. Donc, véritablement, ce stress va être énorme. Qui dit stress énorme dit un effet sur le cerveau.
Je vais être victime d'une violence extrême, d'une cyberviolence extrême. Mon amygdale cérébrale s'allume. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est ces 50 messages que je viens de recevoir d'insultes. C'est terrible pour le cerveau. Donc, mon amygdale cérébrale s'allume. Très bien. On envoie l'information au cortex frontal. Pour l'instant, le circuit fonctionne. Le cortex frontal, à ce moment-là, votre hippocampe ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Comment la personne qui est censée m'aimer, que j'aime, la personne qui est censée me vouloir du bien, qui est censée vouloir me protéger, peut autant nuire à mon bien-être, peut autant me faire du mal. C'est incompréhensible pour le cerveau, les violences. Et à ce moment-là, on est en état de sidération. Le cerveau bug complètement et ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et forcément, vous avez bien vu, le circuit, du coup, il est bloqué à ce niveau-là. Il est bloqué au niveau du cortex frontal. On n'a pas pu finir le circuit. Du coup, on n'a pas pu éteindre l'alarme. L'alarme, elle fait quoi? Elle continue. Le stress monte. Le stress monte. D'autant plus quand ce stress est continu. Il monte et les doses d'adrénaline et de cortisol deviennent possiblement mortelles. Le corps étant extrêmement bien fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va protéger les organes vitaux. Et pour cela, comme dans un système électrique qui surchauffe, il va faire disjoncter le cerveau en sécrétant l'équivalent de morphine, kétamine, ce qu'on appelle l'état de dissociation. C'est pour ça que les victimes ont cette impression, ce sentiment d'étrangeté, d'irréalité. Elles ont l'impression d'être déconnectées un petit peu de la réalité. C'est normal, parce qu'au fait, cette dissociation va anesthésier une énorme partie du cerveau. Ça peut être une anesthésie partielle ou totale. Ça va anesthésier la partie qui gère les émotions, la partie qui gère la douleur, physique et psychologique d'ailleurs, et la partie qui gère également tout ce qui est analyse spatio-temporelle. Donc, si la victime a envie de crier, elle a envie de dire non, elle a envie de répondre, elle a envie de prendre son téléphone et de le jeter par-dessus bord, elle a envie de faire tout ça, mais physiquement, elle est complètement bloquée. C'est un mécanisme, pardon, qui est neurobiologique, qui empêche la victime d'agir, qui la bloque complètement. Et en plus, comme je l'ai dit, ça bloque la partie qui gère les émotions. Sauf que nous, on est des êtres humains, on fonctionne avec des neurones miroirs. Là, vous voyez, rien qu'à ma tête, que je suis plutôt contente d'être ici, et parce que je vous transmets une émotion. Sauf que une personne qui est dissociée ne va pas vous transmettre d'émotion. Et elle va paraître complètement enfin, d'en avoir rien à faire complètement des violences, de prendre ça à la légère. Non, mais c'est pas si grave. Mais en fait, elle n'est pas en capacité d'avoir accès à ses émotions. Et c'est là où ça va être aux professionnels d'être particulièrement vigilants et vigilantes à la réaction de la victime et de ne pas considérer que parce qu'elle est sans émotion, qu'elle n'est pas impactée. C'est justement qu'elle est extrêmement impactée. Pourquoi la victime n'est pas précise sur ce qui s'est passé? Est-ce que les messages, il me les a envoyés à un mardi soir à 20h ou est-ce que c'était plutôt un mercredi à 10h du matin? Mais en fait, comment elle peut se souvenir de choses extrêmement violentes qui lui sont arrivées? Est-ce que les menaces de publier des photos d'elle à son insu sont arrivées un dimanche ou un mardi? C'est juste impossible. Enfin, en tout cas, c'est extrêmement difficile à la victime d'avoir accès à ce souvenir quand la partie du cerveau qui gère justement l'analyse spatio-temporelle est complètement anesthésiée. Cette anesthésie va durer, elle peut durer 5 minutes, 10 minutes, 10 mois, 10 ans, 30 ans. Tant que la victime va être en danger, cette anesthésie peut durer. Quand la victime sort de cette dissociation, elle va avoir toutes les violences qui lui reviennent en pleine face. Toutes les douleurs, en fait, les connexions se refont et en fait, il y a tout qui ressurgit. Et à ce moment-là, on peut passer à la slide suivante, elle peut avoir des symptômes de reviviscence. C'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui va lui rappeler les violences, ça peut être enfin un réseau social, ça peut être dès que son téléphone sonne, dès qu'elle reçoit un message, dès qu'elle va dans un endroit parce qu'elle a peur d'être suivie, qu'il y a un tracker sur sa voiture, par exemple. Dès qu'il y a quelque chose qui va raviver ce traumatisme, elle va revivre les violences à l'identique. Ça peut mener les victimes aux urgences. Et elles vont être en hyper-vigilance, justement. Et pour éviter d'avoir ces symptômes de reviviscence, elles vont adopter des stratégies de survie, que sont les conduites d'évitement. Bah, typiquement, si
monsieur, ne cessez de m'harceler par message. Je ne vais limite plus utiliser mon téléphone portable ou je vais, je sais pas, mettre en sourdine tous mes messages. En tout cas, je vais utiliser une stratégie de sorte de ne plus être confrontée à ce qui provoque mes symptômes de reviviscence. Autre exemple qui n'est pas forcément en lien avec les cyberviolences, si j'ai été victime de violences dans le train, je ne prends plus le train, si c'est peut-être plus imagé pour vous. Autre conduite qui peut être mise en place par la victime, c'est les conduites dissociantes. Il avait raison finalement. J'étais mieux quand j'étais avec lui. Je ne ressentais pas toute cette douleur qui est absolument insurmontable maintenant que j'ai eu une mise à l'abri, que je suis hébergée dans un appartement du 115. Bah, c'est terrible là ce qui est en train de m'arriver. Mais comment je fais pour surmonter toute cette violence qui revient? Parce que quand j'étais avec lui, bah, ça, elle ne le sait pas, c'est inconscient. Elle était anesthésiée. Il avait le pouvoir de l'anesthésie, il avait le pouvoir de la dissocier par toutes ces violences, et d'autant plus par ces cyberviolences. J'insiste sur le fait que les cyberviolences accentuent particulièrement cette dissociation. Eh bien, la victime, elle va retourner vers l'agresseur pensant que finalement, c'est mieux avec lui. Mais ce n'est pas mieux, ce n'est pas parce que j'ai une anesthésie. Si je m'anesthésie la main et que je la pose sur une plaque électrique, ma main sera brûlée. Je ne vais pas la sentir, mais elle sera brûlée. J'aurai des cicatrices et j'aurai des conséquences. C'est exactement la même chose pour la victime qui ne va pas du tout le conscientiser. Autre possibilité, l'alcool, la drogue, l'automutilation, se mettre en danger, tout ça fait monter l'adrénaline, fait monter le stress, et donc va provoquer cette dissociation. Les victimes ont besoin de se faire aider. Les professionnels ont besoin de comprendre aussi tous ces comportements des victimes qui sont pas toujours hyper sympas quand on les reçoit. Mais au fait, nous, ce qu'on analyse comme étant pas hyper sympa, c'est une conséquence des psychotraumas. Et c'est justement à nous de repérer toutes ces violences, de poser la question des violences, comme l'a dit Inès, de poser la question des cyberviolences. Comme je vous l'ai dit, on le voit quasiment systématiquement aujourd'hui dans dans les affaires de violence au sein du couple. Poser cette question, ça vous permet aussi à vous d'adapter votre posture professionnelle, à vous de protéger la victime. Et justement, dans le guide qu'on a souhaité écrire avec le Centre Hubertine Leclerc, sans qui rien n'aurait été possible, merci encore au Centre Hubertine Leclerc pour leur expertise, et bien tout ça, vous avez les clés pour comprendre ces cyberviolences, pour vous aider à accompagner les victimes, à mener un entretien avec les victimes en ayant en tête les possibles cyberviolences. Tout ça, vous pouvez les retrouver dans notre guide. Euh, Dernière chose, on peut passer à la slide suivante. Euh, un mot sur les personnes en situation de handicap. On n'en parle pas souvent, mais elles peuvent être victimes de cyberviolence véritablement. Ce sont même des cibles privilégiées pour les agresseurs. Et c'est la raison pour laquelle, et aujourd'hui, il existe des centres de ressources avec des professionnels qui sont formés pour accompagner les personnes en situation de handicap, les personnes qui sont, qui sont victimes pardon, de violences sexistes et sexuelles, peu importe leur forme. Donc, je vous invite aussi à orienter les personnes en situation de handicap vers ces centres ressources intimagères pour qu'elles soient accompagnées de manière efficace. Et pour finir, la dernière slide, vous pouvez télécharger le guide écrit en partenariat étroit avec le Centre Bertine Auclair, que encore une fois, je remercie. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté et je reste à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, Cathy, pour cette intervention. Euh, Maintenant, nous allons pouvoir avoir le temps d'échange. Je laisse la parole ensuite à Rama. Euh, Juste pour introduire ce temps d'échange, donc comme l'ami prof l'a illustré, l'utilisation du numérique, que ce soit via les appareils connectés ou à l'accès des comptes en ligne, donc vient faciliter cette stratégie de l'agresseur dans le continuum des violences. Il va donc accélérer et escalader ce cycle. Donc la victime n'a vraiment aucun répit et c'est pour ça qu'elle fait part même d'un sentiment d'impuissance, comme ça a été mentionné par Cathy, puisqu'elle se retrouve exposée en permanence à ces violences tout en les minimisant. Donc est-ce que vous avez des questions sur les formes des cyberviolences et l'intégration des cyber dans la stratégie de l'agresseur, ainsi que l'impact sur les victimes? Donc sur cette partie comprendre avant qu'on passe à la partie agir. Et Rama, je te laisse nous transmettre les questions.
Alors, il y a peu, voire pas de questions. Il y a une seule question qui a été posée par Renaudi, Karine, qui voudrait le contact de Cathy, de la vie prof, mais j'imagine que le contact sera envoyé ou mis à la fin du diapo, donc Karine, ça arrive. Ensuite, on a, tac, tac, on n'a vraiment pas de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur cette première partie, sur la partie comprendre, pour qu'on Et oui. puisse vous répondre. C'est ça. Et peut-être en attendant, effectivement, Rama a tout à fait raison. Vous aurez une slide à la fin avec les contacts de toutes les intervenantes et animatrices de ce webinaire sur la dernière slide et elle vous sera envoyée dans les ressources complémentaires. Non. Il y a une question de Gauthier. Est-ce que les cyberviolences peuvent aussi mettre les parents de la victime dans la boucle? Alors, est-ce que... Voilà, voilà, je te laisse. Oui, tout à fait. Alors, le, le côté des cyberviolences, le fait qu'il n'y ait aucun répit, c'est aussi qu'on peut toucher beaucoup plus de personnes. La distance physique, en fait, n'est plus une contrainte maintenant avec les outils numériques. Et donc, les parents peuvent être aussi impactés par ces cyberviolences. Par exemple, on a eu des... Il peut y avoir des cas où dans des situations de menaces de diffusion de contenu intime qui peuvent être faits ou envoyés par exemple aux parents, aux proches, à la famille, mais aussi des messages dégradants, des insultes, des injures, disant bah, votre fille a fait ci, votre fille est comme ça, etc. Et donc les proches et la famille peuvent aussi dans certains cas se retrouver cyber harcelés ou on peut demander aussi donc à tous ses proches en toujours en essayant de maintenir cette position de partenaire ou ex respectable, d'envoyer plusieurs messages. Ah, bah, je m'inquiète pour ma partenaire. Où est-elle? Est-ce que vous avez reçu des nouvelles? Donc, les proches, amis, famille, parents peuvent être aussi impliqués dans ce cycle de violence. Et si Cathy, tu veux compléter là-dessus. C'était très complet, vraiment. Donc, non, c'est exactement ça. Super. Alors, il y a encore une nouvelle question de Mélodie de la FRCDFF Île-de-France. Bonjour. Avez-vous des informations sur les violences domestiques liées notamment aux objets connectés, chauffage, climatisation, alarme dans les maisons, qui peuvent être qui peuvent être contrôlées à distance? Tout C'est à un message de Mélodie de la FRCDFF. Très bien. Tout à fait, ces objets connectés ou plus globalement ce qu'on appelle aussi la domotique, donc ça va être un ensemble d'objets qui sont connectés à un réseau ou en Bluetooth qui sont vendus pour faciliter la vie et qui dans leur utilisation première peuvent servir à tout ça, sont aussi détournés par les auteurs de violences pour exercer un contrôle, une surveillance, donc un cybercontrôle, une cybersurveillance sur les victimes. Par exemple, on a pu voir des cas avec des serrures connectées qui permettent en fait de ne pas oublier les clés. Donc super nouvelle technologique, de plus avoir son trousseau de clés, d'avoir simplement un code ou un téléphone à proximité pour déverrouiller. Sauf que ça a pu être aussi utilisé pour enfermer des personnes à l'intérieur des domiciles pour les empêcher de sortir ou à l'inverse de les empêcher de rentrer ou d'accéder à des endroits. En France, peut-être que Cathy, tu auras d'autres sources. Il n'y a pas énorme, il y a moins de recherches qui ont été faites, mais par exemple, il y a l'association en Angleterre, si vous parlez un peu anglais ou avec Internet maintenant, on peut quasiment tout traduire, Refuge, dont je vous partagerai le nom, qui a un site internet spécialisé sur les cyberviolences, sur Technology Facilitated Gender-Based Violence, donc les cyberviolences de genre, et qui parle en fait de tous ces objets qui sont en fait détournés par les auteurs de violences. Alors, il y a deux questions aussi, mais je pense qu'elles seront peut-être plus répondues dans la seconde partie. La question de Karine, qui se pose des questions sur la réponse de la justice face aux cyberviolences, et Gauthier, qui se demande à qui se référer pour que cela ne se reproduise pas ou pour protéger la victime, et s'il y a des enfants. Ça, je pense que ça sera plus dans la deuxième partie. Euh, Peut-être que Cathy, vous pouvez dire un mot au moins sur la justice sans, Oui, sans parler exactement. du C'est par reste. rapport à la justice et je vois aussi la question par rapport
à l'accueil des victimes en commissariat et gendarmerie, ce qui est quand même lié aussi, donc je vais faire une réponse en un. Aujourd'hui, la MIPROF est en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice pour une meilleure prise en compte des cyberviolences dans la prise de plainte, mais également dans la grille d'évaluation du danger. Donc c'est en cours, on est en train de, on a quasiment finalisé pour tout vous dire, on est en cours justement de validation au niveau des ministères et ça devrait voilà, sortir d'ici la rentrée prochaine pour que véritablement la question soit posée et que ça fasse aussi partie des éléments de danger pour une ordonnance de protection, un téléphone grave danger, en tout cas pour une mesure de protection, que se dire que les cyberviolences, c'est un signe d'un danger assez important pour la victime. Donc on est vraiment en train de travailler dessus et aussi sur le masque de plainte pour que ce soit systématiquement posé. Donc c'est de plus en plus pris en considération. Voilà, si ça répond un petit peu à votre question. Et je peux aussi ajouter que notre collègue Marion Moratiol de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes a publié en novembre dernier une étude en analysant justement ces deux outils mentionnés sur l'ordonnance de protection et la grille d'évaluation du danger pour prévenir notamment les féminicides. Et peut-être que vous pourriez mettre le lien du rapport dans le chat ou qui vous sera transmis. Et ça sera fait. Et ça sera en plus envoyé aussi. Il y a une autre question aussi, bon, hyper intéressante, de Fernanda, qui demande, bonjour, je connais et recommande certaines applications aux victimes de violences, notamment TI3R ou AppL. Merci. Et elle demande s'il y a d'autres applications qu'on juge utiles et qui pourraient leur venir en aide. Allez-y, Cathy. Non, mais en fait, c'est les applications qui ont été citées, c'est les applications que le ministère recommande également, Tierce et Appel. Tout à fait. Et vous Donc, avez aussi ouais. l'application Mémo de vie, donc qui Oui, est ah oui. mentionnée voilà, dans le guide, qui permet de rentrer de manière sécurisée des preuves, mais aussi des documents, et qui peut servir aussi comme journal pour documenter les violences, qui peut aussi voilà, aider les victimes à se rendre compte de ce qu'elles subissent, comme les cyberviolences notamment sont minimisées. Le fait de garder un journal enfin, protégé, sécurisé en ligne avec tout ce qui se passe permet aussi bah, de documenter, mais aussi potentiellement de se rendre compte de la situation dans laquelle elles sont. Que là, on arrive à l'une des dernières questions de Madame Soumaré. Euh, Est-ce qu'il peut arriver que cet état de dissociation par l'inversion de la culpabilité et l'isolation puisse être utilisé par les maris pour faire passer sa femme comme atteinte d'un trouble et renforcer son emprise? Complètement, complètement, vous avez tout compris. Effectivement, cet état de dissociation et les conséquences psychotraumatiques vont être utilisées par les agresseurs pour faire passer justement les femmes pour hystériques, pour folles, atteintes de troubles mentaux, en disant, mais tu vois bien, regarde sa réaction, regarde comment elle surréagit, ou même elle ne réagit pas, elle est complètement à l'ouest, elle oublie tout le temps. Et ça, c'est véritablement utilisé dans la stratégie des agresseurs et aussi pour assurer leur impunité en disant, mais finalement, c'est moi, le mec normal du couple, et elle est complètement à côté de la plaque. Donc oui, votre question est très, très pertinente et c'est exactement ça. Merci beaucoup tout le monde. Je pense qu'on va arrêter peut-être les questions là et reprendre. Et comme l'a dit Rama, il y aura aussi un deuxième temps d'échange à la fin de, de ce webinaire. Merci beaucoup Rama pour les questions et merci beaucoup Cathy pour votre présentation et tout ce que fait la MIPROF dans la lutte contre les cyberviolences conjugales. Très bien. Maintenant, nous passons donc à la deuxième partie de ce webinaire qui est plutôt centré sur l'action d'agir et nous allons vous présenter le référentiel d'action en 8 étapes pour un premier entretien avec une victime de cyberviolence au sein du couple. Alors, comme ça a déjà été dit, l'AMI Prof et le Centre Bertine Leclerc ont collaboré pour mettre à jour le livret ANA sur les violences conjugales de l'AMI Prof afin d'intégrer les cyberviolences.
Le constat est que chaque professionnel a un rôle important à jouer dans son domaine de compétences dans la lutte contre les cyberviolences au sein du couple, notamment pour mieux repérer et identifier ces cyberviolences, donc pouvoir les nommer et ensuite les repérer, pour mieux agir dans son domaine de compétences. Donc, c'est l'idée que tous les professionnels ont un moyen d'action, peuvent faire quelque chose, peu importe leur métier, pour aider et notamment orienter les victimes. Donc c'est pour ça que nous proposons ce référentiel commun d'action en 8 étapes pour que chaque professionnel, quel que soit le domaine de compétence, puisse appliquer. Et au sein de cette présentation, ces étapes seront présentées en lien avec d'autres sources du Centre Hubertine Leclerc pour aller plus loin et que vous pourrez mobiliser. Et toutes les ressources qui vous seront présentées sont aussi mentionnées dans le guide. Donc, ah oui. Alors, excusez-moi, j'ai juste un petit. Il faut que supprimer l'actualité. Il fallait que je remette les personnes au premier plan pour pouvoir parler. Donc, la première étape de ce référentiel, c'est de créer un climat d'écoute, de confiance pour faciliter la parole de la victime. Donc, l'idée, c'est donc de créer un espace accueillant et confidentiel. Et ça marche dès la porte d'entrée, les couloirs et notamment la salle d'attente. Ce qu'on conseille, qui est un conseil un peu classique mais important, c'est de mettre des affiches, notamment, on peut vous présenter celle du Centre Hubertine Leclerc, Claire, qui est spécifique aux cyberviolences au sein du couple, mais aussi de mettre des dépliants d'information, de sensibilisation, qui permettent en fait à la victime de voir l'attention particulière que vous portez à cette problématique. Vous avez d'autres exemples d'affiches de sensibilisation aux violences faites aux femmes sur le site du gouvernement qui sont disponibles sur arrêtonslesviolences.gouv.fr. L'idée, c'est aussi d'après donc d'avoir une attitude donc bienveillante de l'entretien avec une écoute active, une sécurisation et tout en écartant tout préjugé ou présupposé sur la situation de la victime. Et là, je refais le lien avec ce que Cathy a présenté, notamment sur le psychotrauma. Donc, la victime peut avoir des réactions ou un comportement qui correspond pas à l'idée que vous allez avoir d'une personne qui peut être potentiellement victime de cyberviolence conjugale. Et en fait, c'est normal. Et donc l'idée, c'est vraiment de proposer une écoute active et de l'écouter et de la croire. La deuxième étape, c'est poser systématiquement la question des cyberviolences conjugales pour mieux les repérer. En fait, il est nécessaire de poser la question des violences au sein du couple et d'inclure les cyberviolences de manière systématique, car la victime peut avoir du mal à en parler spontanément. Et on a vu que quasiment dans tous les cas de violences au sein du couple, il y a aussi des cyberviolences. Donc ce questionnement systématique, il est aussi présenté plus en détail dans le kit pédagogique ELISA de la MIPROF sur les violences sexistes et sexuelles. On vous propose aussi, pour poser ces questions sur les cyberviolences conjugales qui peuvent être un peu impressionnantes quand on commence à se former sur cette thématique, l'outil du Centre Hubertine Leclerc, Suis-je victime de cyberviolence conjugale, qui est en fait un autotest que peuvent utiliser les professionnels avec les victimes. Ce qui est intéressant, c'est de le regarder ensemble. Et il met en avant des situations concrètes de cyberviolence pour mieux les repérer. Donc vous avez sur la partie à droite, la partie verte avec les pastilles vertes, les situations qui sont respectueuses, égalitaires, comme respecte ma vie privée, ne cherche pas à consulter mon téléphone, me demande mon autorisation avant d'envoyer un contenu à caractère sexuel ou poster des informations sur moi en ligne ou des images de moi. Et de l'autre côté, vous avez un encadré rouge avec les casques cochés de Croix-Rouge, ce que mon ou ma partenaire n'a pas le droit. Et donc là, ce sont des exemples concrets de la vie quotidienne. Par exemple, il n'a pas le droit d'exiger que je sois joignable tout le temps, ou de me confisquer mon ordinateur ou mon portable, ou d'exiger que je partage ma géolocalisation, ou de m'interdire de communiquer avec des personnes. Et dans le guide, nous proposons en fait aussi des exemples de questions concrètes, donc toujours basées sur cette situation que vous pouvez directement utiliser. Par exemple, est-ce qu'on peut vous joindre facilement et de manière confidentielle? Est-ce que vous pouvez communiquer avec qui vous voulez? Est-ce que vous avez le sentiment d'être surveillé? Là, en lien avec la cyberviolence, est-ce que votre partenaire ou ex sait des informations, déplacements, conversations dont vous ne lui avez pas parlé? Toutes ces questions peuvent permettre
de mettre à jour et de mettre en lumière ces cyberviolences au sein du couple. Ensuite, l'étape 3, si les cyberviolences sont déclarées, il faut affirmer l'interdiction de ces cyberviolences conjugales par la loi et la seule responsabilité de l'agresseur. En effet, les victimes vont avoir tendance, comme on l'a dit plusieurs fois, à banaliser et à minimiser les cyberviolences. Et donc, il est important pour casser l'emprise et la stratégie de l'agresseur de réaffirmer ou d'affirmer l'interdiction par la loi de toutes les formes de cyberviolence au sein du couple. Pour cela, vous pouvez regarder, ne serait-ce que pour vous familiariser et davantage en apprendre, la fiche juridique Que dit la loi face aux cyberviolences conjugales qui présente des exemples concrets de cyberviolence dont on a parlé jusqu'à maintenant, qui les met en lien avec les textes de loi du code pénal associés et qui met aussi en avant les circonstances aggravantes lorsque ces violences sont commises dans le cadre du couple, si elles sont associées aux articles de loi, et donc les peines seront plus sévères dans ces cas-ci. Cet outil permet aussi de vraiment faire le lien donc, entre la loi et les différentes formes sont parfois une difficulté pour les professionnels qui savent que ce n'est pas légal mais qui ont du mal à rattacher les deux. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi visionner le webinaire Accompagner les victimes de cyberviolence à faire valoir leurs droits qui est sur notre site internet. Ce webinaire a été fait avec les professionnels Rachel Fleur Pardo, avocate au barreau de Paris et cofondatrice de l'association Stop Ficha. Excusez-moi. Et la commandante de police et chef de la plateforme d'accueil moncommissariat.fr, Sandrine Masson. Dans cette partie, c'est aussi le moment de rappeler que le seul responsable des violences est l'auteur et qu'il faut aussi respecter la temporalité de la victime concernant les démarches juridiques. La quatrième étape, qui pareil est une étape un peu euh, générale, mais qui nous paraissait très importante, c'est de délivrer un message de soutien, de valorisation de la démarche de la victime. En fait, vous avez accueilli donc jusqu'à maintenant de manière bienveillante la parole de la victime, avez posé la question des cyberviolences, affirmé l'interdiction des cyberviolences par la loi, ainsi que la seule responsabilité de l'agresseur. Il est donc important aussi de soutenir par la parole les démarches de la victime, notamment parce que celle-ci a souvent un sentiment de honte, de culpabilité et d'impuissance face aux violences et aux cyberviolences subies. Et donc pour casser l'emprise et la stratégie de l'agresseur, plusieurs phases peuvent être utilisées pour contrer cela. Donc la vidéo Anna qui accompagne ce guide présente donc des paroles, enfin une situation et donc des paroles de la victime et il y a des suggestions de réponses de la part de professionnels qui peuvent être faites. Par exemple, la victime peut dire ou dit, on a eu des disputes pour des petits détails et ça a été la claque. C'était ridicule, enfin, il n'y avait rien de sérieux dans nos disputes. En tant que professionnel, vous pouvez répondre par exemple, vous savez que la violence sur autrui est interdite et sanctionnée par la loi et que vous pouvez porter plainte au commissariat. Vous rappelez l'interdit de la loi et du fait que les violences sont aussi enfin, condamnées et qu'on peut agir contre. Lorsque la victime dit par exemple, c'est lui qui a raison, c'est lui qui me connaît le mieux, j'ai l'impression qu'il a raison quand il me frappe, j'ai fait cramer les lasagnes, qui est l'histoire, enfin, qui est une des situations qui engendre une situation de violence dans la vidéo Anna. Les professionnels pouvaient répondre, aujourd'hui, vous pensez que vous êtes responsable de tout ça. Évidemment, ce n'est pas vous la coupable, mais bien votre agresseur. Ici, on fait par la parole le rappel clair que la victime n'est en rien responsable des violences et que c'est seule la responsabilité de l'agresseur. Si la victime dit quelque chose comme il a ses besoins, alors je n'ai pas vraiment nos mots à dire, le professionnel, la professionnelle peut répondre un rapport forcé, c'est un viol. Donc là, c'est-à-dire identifier la situation, poser les mots et même on pourrait rapporter après c'est illégal et condamné par la loi.
Pour vous présenter la suite de l'action en 8 étapes, donc on est au niveau de l'étape numéro 5, évaluer les risques immédiats encourus par la victime. Chut, 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 chut. Iman, ton micro est coupé. Ah oui, alors ça fonctionne. Du coup, je vais reprendre dès le début. Donc, effectivement, pour vous présenter la suite des étapes, donc on est au niveau de l'étape numéro 5, évaluer les risques immédiats encourus pour la victime et les enfants co-victimes. Donc, il est nécessaire de rappeler que dans la situation des cyberviolences conjugales, la question des risques immédiats va se poser de manière particulièrement aiguë puisque on a vu qu'il peut avoir des dispositifs de contrôle, des dispositifs de surveillance, et donc l'agresseur peut être au courant du rendez-vous que vous avez avec la victime. Donc cette question des risques immédiats, elle est très importante. Cependant, il peut être aussi anxiogène pour les victimes et pour les professionnels. Donc on a réfléchi dans le cadre du guide comment est-ce que vous pouvez agir à votre niveau dans le cadre du premier entretien. Et ce qu'on vous propose, c'est de partir du ressenti de la victime, de lui poser des questions, ne pas directement aborder les questions des logiciels espions parce que, voilà, comme je viens de le dire, ça peut être extrêmement anxiogène, mais plutôt poser des questions. Est-ce que votre conjoint est souvent au courant de vos déplacements, des informations que vous n'avez pas partagées avec lui? Et donc, partir de ce ressenti, et si les victimes vous indiquent oui, donc potentiellement, il y a le risque de dispositifs de surveillance. Et vous pouvez agir à votre niveau dans le cadre de ce premier entretien en proposant par exemple à la victime de mettre le téléphone dans une pièce à côté si elle n'est d'accord. Également, peut-être réfléchir du coup, peut-être proposer un deuxième entretien et la victime saura comment agir, peut-être laisser le téléphone chez une amie, chez une voisine, donc trouver un moyen de pouvoir voilà, travailler sur une stratégie. Et si vous voyez que justement, en fait, la réponse de la victime mène à comprendre qu'il s'agit d'une situation d'urgence, donc c'est important. Donc effectivement, toujours garder à l'esprit que le 17, voilà, la police, ça peut être aussi toujours voilà un numéro que vous pouvez voilà, appeler pour protéger les victimes et vous-même. Il y a également des dispositifs de protection comme l'ordonnance de protection si du coup justement la victime peut pas, par exemple, aller rentrer chez elle le soir après le rendez-vous. Donc, elle peut solliciter un hébergement d'urgence. On vous présenter aussi d'autres, voilà, du coup, le numéro qui existe et également, voilà, peut-être solliciter par la suite. C'est une démarche qui est aujourd'hui plus rapide, mais bon, ça prend quand même effectivement entre 1 et 2 semaines pour obtenir une ordonnance de protection. Donc, avoir aussi des dispositifs, activer les dispositifs de protection. Donc là, c'est l'action dans le cadre du premier entretien, ce que vous pouvez faire. Et après, le guide que vous voyez ici à l'écran, c'est un guide créé par le Centre Hubertine Auclair pour les professionnels qui peuvent accompagner la victime dans la durée à travers plusieurs entretiens. Et donc, effectivement, là, vous pouvez travailler avec les victimes sur la stratégie de protection, la stratégie de préparer le départ. Et également, on parle dans ce guide d'une stratégie de dédoublonnage. Cela veut dire pour les victimes d'avoir deux téléphones, un téléphone connu de l'agresseur, donc potentiellement avec des dispositifs de surveillance et le moyen voilà qui va toujours chercher à avoir avec la victime. Donc il faudra voilà réfléchir avec les victimes que faire de ce téléphone-là, mais aussi avoir un téléphone qui, d'ailleurs peut-être pour revenir sur le premier téléphone, parce qu'effectivement couper, supprimer le logiciel espion, couper tout le contact, ça peut être aussi, ça peut mettre la victime en danger. Donc c'est aussi une stratégie qui se travaille dans le temps et selon l'urgence de la victime. Et puis après, du coup, quand la victime, elle est déjà séparée ou hébergée dans un centre d'hébergement, donc elle peut avoir aussi ce deuxième téléphone pour qu'elle peut sécuriser pour justement avoir un dispositif sécurisé sur lequel elle peut continuer à communiquer avec les professionnels, continuer sa vie sociale sans emprise de l'agresseur. Donc c'est des stratégies, c'est jamais des stratégies malheureusement faciles parce qu'il s'agit voilà, plusieurs types de dispositifs, plusieurs types de situations, mais on a quand même voilà, trouvé des conseils, réfléchi à des conseils, des stratégies qui peuvent être possibles et dont les professionnels peuvent se saisir
au premier niveau dans le cadre du premier entretien et par la suite dans le cadre de l'accompagnement. Et bien évidemment, on sait que vous venez des secteurs professionnels très différents et donc votre niveau d'intervention va être différent. Donc vous pouvez toujours voilà, agir à votre niveau et orienter vers le réseau spécialisé aujourd'hui voilà, qui aide tous les professionnels sur la question des violences conjugales, qu'on présentera également par la suite. Pour passer à l'étape suivante, donc c'est l'étape numéro 6. Donc comme on vient de le dire, vous pouvez agir à votre niveau selon votre domaine de compétences, que vous soyez dans le secteur de l'accompagnement médical, social ou juridique. Et on voudrait juste vous rappeler qu'il y a l'importance des écrits professionnels. Donc tous les professionnels qui sont en contact avec les femmes victimes de violences peuvent établir des écrits pour dire que vous avez rencontré la victime tel jour et elle vous a expliqué telle ou telle chose. C'est des écrits qui sont particulièrement importants euh, dans les démarches des victimes et notamment auprès de la justice pour faire valoir leurs droits. Donc il y a des modèles sur le site de la MIPROF, des écrits des professionnels et vous avez plusieurs types de modèles selon votre secteur d'intervention. L'étape suivante, c'est l'étape numéro 7, donc aider les victimes à faire valoir leurs droits et planifier sa séparation et sa sécurité. Donc, à nouveau, dans le cadre du premier entretien, donc, vous pouvez, en tout cas, porter à la connaissance de la victime les outils qui existent. Et aujourd'hui, au niveau des outils du Centre Bertine Auclair, on a produit plusieurs fiches spécifiques notamment sur la question de comment valoir les droits. On a vu, Inès a présenté tout à l'heure le fait que toutes les formes de violence, de cyberviolence au sein du couple, elles sont condamnées par la loi. Donc les victimes, donc déjà il y a ces fiches juridiques qui aident les victimes à voir que les situations qu'elles vivent, c'est des situations condamnées par la loi. Donc, et aussi, d'ailleurs, ces fiches juridiques peuvent servir à la victime parfois pour aller au commissariat porter plainte, voire même avec les fiches pour dire, voilà, voici mon vécu et ça aidera aussi les policiers et les gendarmes à pouvoir aussi un support qui nomme clairement les textes de la loi associés. Donc, ça peut faciliter le dépôt de la plainte. Et puis, on a créé une autre fiche qui explique sur comment mobiliser les preuves exploitables par la justice, parce que la question des preuves, elle est essentielle dans les parcours judiciaires des victimes. On sait que plusieurs formes de violence sont difficiles à prouver, comme les violences psychologiques. On sait que généralement, voilà, les agresseurs vont chercher à laisser le moins de traces possible. Sauf qu'avec le numérique, on a des traces. On peut faire des captures des SMS, des captures des échanges par mail, des captures du nombre d'appels que la victime reçoit dans la journée de la part de l'agresseur. Et donc tout ça, ça peut être des preuves. Sauf qu'il faut que la victime sache comment faire ces captures d'écran pour que ça soit exploitable pour la justice. Il y a des règles spécifiques, il faut qu'il y ait une date, il faut qu'il y ait l'heure. Donc voilà. Donc on a produit vraiment cette fiche-là. On a travaillé avec justement les magistrates pour pouvoir travailler voilà sur ces fiches-là. Donc vraiment c'est à votre disposition. Il y a également une autre fiche pratique, que faire en cas de diffusion de contenu intime en ligne, parce qu'on sait que pour les victimes la question de la suppression elle est très importante et il faut que ça soit faut que ça soit fait rapidement. Et pour cela les victimes devront solliciter plusieurs dispositifs de suppression et donc voilà on a essayé de créer cet outil qui est clair et qui va faciliter la démarche des victimes. Et puis une autre ressource que vous voyez ici sur l'écran, le site qui s'appelle Je protège ma vie privée en ligne, un site pour justement avoir des conseils sur la sécurisation de ces outils. À nouveau, c'est plutôt voilà une fois que les victimes elle est dans une démarche de séparation et elle est en sécurité, donc du coup elle peut voilà aussi voir quelles sont les manipulations qu'elle peut faire pour sécuriser ces outils pour que l'agresseur ne puisse pas y avoir accès, donc sécuriser son téléphone, son ordinateur, ses comptes mail. Donc c'est aussi un site qu'on a pensé aussi très ludique et ludique dans le sens accessible à toutes, avec des conseils très simples et pour aussi quelque part euh, aller à l'encontre de cette fracture qui peut exister aujourd'hui entre les femmes et les hommes par rapport à l'accès au numérique, pour expliquer que c'est accessible à toutes et on peut se saisir de ces outils numériques pour pouvoir les paramétrer. Donc voilà, tous ces outils sont à votre niveau pour que vous puissiez les présenter et les partager avec les victimes. Et là, on arrive à l'étape numéro 8. Et l'étape numéro 8, c'est clôturer l'entretien, signifier votre disponibilité
à la victime, fixer un nouveau rendez-vous en prenant en compte les dangers potentiels liés au risque numérique, comme on a vu tout à l'heure. Ne pas, par exemple, communiquer le prochain rendez-vous par mail ou par téléphone, SMS, s'il y a un risque de cybersurveillance, des cybercontrôles. Donc, vous pouvez plutôt, voilà, l'indiquer sur un papier. Donc, voilà, vraiment trouver des stratégies pour que ça soit le plus sécurisé possible pour les victimes. Donc voici les 8 étapes d'action qu'on propose à tous les professionnels. Donc on a plusieurs ressources qu'on vous a proposées et présentées. Donc pour peut-être voilà, faire un rapide résumé. Donc il y a le guide qu'on a co-écrit, co-rédigé avec l'ami prof. Donc le guide les cyberviolences au sein du couple qui explique aussi bien les mécanismes des cyberviolences conjugales par rapport voilà, à ce qui a été présenté par Cathy tout à l'heure et le cadre d'action à 8 étapes qu'on vient de vous présenter. Donc là, il s'agit d'un guide qui s'adresse à tous les professionnels et notamment se focalise sur le premier entretien. Et puis, il y a les ressources du Centre Hubertine Auclair pour aller plus loin, notamment pour les professionnels qui peuvent accompagner les victimes dans la durée. Donc, il y a le guide spécifique, les cyberviolences conjugales opérer, accompagner les victimes et orienter. Donc, vraiment, voilà, avec des démarches plus poussées dans la durée. Les fiches que vous avez vues et aussi une affiche qui a été présentée tout à l'heure par Inès pour que vous pouvez afficher dans vos locaux. Donc, voici, voilà, plusieurs ressources que vous pouvez mobiliser. Et peut-être pour aller voilà, plus loin, ce qu'on voulait aussi vous présenter dans la suite de ce webinaire, c'est surtout le numéro d'écoute, le 3919, puisque c'est un numéro essentiel. Vous pouvez agir à votre niveau pour accompagner les victimes, mais l'orientation vers ce numéro va être aussi très importante pour que les victimes puissent être écoutées, parce qu'on sait que dans le cadre du premier entretien, vous pouvez pas aborder tous les aspects des violences conjugales et aussi tous les besoins des victimes. Et donc, ce numéro, il est particulièrement important pour pouvoir orienter les victimes, et notamment à l'issue du premier entretien. On a le plaisir de passer la parole à Camille Extrait de la Fédération nationale de la solidarité femmes. Enfin, vous êtes responsable de la communication et vous allez pouvoir présenter aussi bien le 3919 que les ressources que la Fédération nationale solidarité femmes a créées sur la question des cyberviolences au sein du couple. La parole est à vous. Merci. Merci beaucoup de me recevoir, de nous recevoir avec la fédération ce matin. Peut-être pour commencer par présenter rapidement la fédération. Là, on peut passer à peu près 3 slides. Euh, voilà. Qui sommes-nous? La Fédération nationale Solidarité Femmes, c'est une fédération d'associations qui regroupe aujourd'hui plus de 80 associations présentes un peu partout sur le territoire français. C'est des associations qui militent en faveur des droits des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes, un peu plus spécifiquement sur les violences conjugales. Cette fédération d'associations, elle est née de la volonté des associations de terrain de se fédérer donc pour porter la lutte contre les violences faites aux femmes et plus spécifiquement la lutte contre les violences conjugales. C'était basé sur cette idée que euh, les violences conjugales ne sont pas une problématique isolée, individuelle et anecdotique, mais bien un sujet systémique et vaste qui nécessite une réponse globale et nationale, et donc l'adoption de politiques publiques ambitieuses sur ces sujets-là. Aujourd'hui, la FNSF, c'est un réseau, donc, comme je le disais, de plus de 80 associations. On peut passer à la slide juste après. Comme vous le voyez, qui sont à la fois en France hexagonale, mais aussi en Guadeloupe et en Martinique. Ces associations, elles sont spécialisées dans l'accueil, l'accompagnement et l'hébergement des femmes victimes de violences, mais aussi de leurs enfants. On est sur une très vaste majorité de nos associations qui ont des places d'hébergement, donc qui sont à la fois des lieux, des accueils de jour, mais aussi qui font de l'hébergement, soit en centre d'hébergement d'urgence, soit en CHRS.
Voilà. Aujourd'hui, la FNSF, c'est aussi 11 pôles qui vont faire de la formation, du soutien juridique. On a un observatoire, on a un pôle qui fait aussi de l'hébergement et du relogement avec des conventions régionales. Et donc, ces pôles viennent en appui de manière générale à l'action de la fédération. L'autre chose majeure de la SNSF, on peut passer à la slide juste après, c'est la ligne d'écoute, le 3919. C'est une ligne d'écoute qui a été créée en 1992 par la SNCF. Donc, euh, au début, on était sur une expérimentation, en fait. L'ouverture de cette ligne, c'est se dire, on va ouvrir cet espace pour permettre aux femmes victimes de violences de déposer une parole et on voit comment ça fonctionne. Il se trouve que dès l'ouverture de cette ligne, on a eu un succès vraiment très important. Et donc, on est passé à une ligne qui, aujourd'hui, est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est accessible en plus de 200 langues, qui est aussi accessible aux personnes sourdes et malentendantes, et qui est une ligne anonyme et gratuite. On le rappelle toujours, le 3919, c'est pas un numéro d'urgence, c'est une ligne d'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, notre écoute, elle est basée sur un triptyque. On peut passer à la slide juste après, qui est écouter, informer et orienter. L'idée de cette ligne d'écoute, c'est de permettre aux femmes victimes de violences d'appeler et de pouvoir libérer leurs paroles, de pouvoir déposer ce qu'elles souhaitent. Donc, on va d'abord offrir cette écoute-là, où les femmes qui appellent, nous, la manière dont ça fonctionne, c'est que on est dans des appels qu'on appelle semi-directifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un questionnaire où on va poser une liste de questions aux femmes qui appellent, mais on va être là vraiment pour écouter ce dont elles ont besoin de parler. Dans un deuxième temps, on va aussi les informer sur leurs droits, sur les recours possibles, leur donner en fait au maximum, euh, dans la mesure du possible, les clés pour la suite, sachant que, encore une fois, vu qu'on est sur des appels qui sont anonymes, on ne peut pas faire, par exemple, de conseils juridiques ou ce genre de choses qui nécessiteraient d'avoir un dossier complet. Ce serait dangereux pour nous de faire du conseil juridique sans avoir de manière exhaustive la situation de la personne. Et le troisième volet au 3919, c'est l'orientation. En fait, on va être la porte d'entrée pour les victimes de violences. Et on va réorienter vers les associations les plus pertinentes, les associations locales qui vont être les plus pertinentes en fonction de la situation de la victime, donc en fonction des violences qu'elle subit, en fonction de l'endroit où elle se situe, etc., etc. Euh, du coup, ça c'est vraiment la base du 3919, d'avoir ces trois piliers-là. Et donc, sur la partie plus sur les cyberviolences, au 3919, on est sur à peu près 10% des appelantes victimes de violences conjugales qui font part de cyberviolences. Alors, on estime que c'est vraiment un chiffre qui est sous-estimé, sous-évalué. Je pense que avec les présentations que vous avez eues juste avant, il y a pas mal de raisons qui ont déjà été évoquées. La première, c'est bien sûr, c'est des violences qui sont minimisées. Euh, Au 39-19, on estime que, enfin, on estime, nos chiffres montrent que on est à peu près sur trois formes de violences qui sont évoquées durant un appel. Donc, on voit qu'en fait, les violences conjugales, elles sont cumulatives. Mais les cyberviolences, c'est pas forcément les violences qu'on va mettre en avant le plus, parce que elles vont être minimisées, elles vont être prises moins au sérieux même par les victimes que d'autres formes de violences. On est aussi sur des violences qui sont niées, voire invisibilisées du coup, où on va pas avoir conscience en fait que ce sont des violences. On va normaliser certains comportements. C'est normal que mon conjoint ait accès à mes réseaux sociaux, c'est comme ça, je n'ai rien à cacher. Donc, je vois pas de problème au fait qu'il ait accès à mes comptes et qu'il puisse lire toutes mes conversations privées. On va aussi avoir beaucoup d'idées reçues sur ces violences. Au 3919, par exemple, on sait que plus de 67% des appelantes qui font part de cyberviolence ont plus de 30 ans.
souvent, les cyberviolences, on a un peu cette idée que ça concerne les jeunes, alors qu'en réalité, pas du tout. Ça concerne toutes les générations. Après, ça va être des formes de violence qui potentiellement vont être différentes en fonction des générations, qui ne vont pas s'exprimer de la même manière, mais c'est vraiment un outil qui rentre dans la stratégie de l'agresseur, peu importe l'âge des victimes et des agresseurs. Et on a aussi dans ces cyberviolences une grande diversité de formes et une perpétuelle évolution, ce qui rend le repérage des violences assez complexe. On le voit en fait avec toutes les nouvelles technologies, ça apporte à la fois beaucoup de positifs et en même temps, ça crée aussi euh, des usages, un détournement des agresseurs pour développer encore plus leur emprise. On le voit notamment avec les AirTags qui sont donc des petits accessoires de géolocalisation qui permettent par exemple de ne pas perdre ses clés, etc., etc., qui sont utilisés par les agresseurs pour traquer les victimes. On le voit aussi avec l'intelligence artificielle et le fait de pouvoir générer des images, ce qu'on appelle les deepfakes, en fait, qui sont du coup des fausses images qui vont dénuder l'ex-conjointe et donc la diffusion de fausses images à caractère sexuel sur les réseaux sociaux. Donc on voit que ces cyberviolences, elles changent quelque chose dans les violences conjugales. On est dans un continuum, donc elles s'inscrivent dans la continuité des violences conjugales, mais elles vont créer une évolution pour diverses raisons, parce qu'on a une intrusion qui est encore plus grande avec les cyberviolences. Déjà, on a une intrusion dans des sphères qui sont nouvelles. C'est-à-dire qu'avec les cyberviolences, on va pouvoir, par exemple, retrouver assez facilement le mail des collègues de son ex-conjointe ou de sa conjointe, et donc pouvoir nuire à la réputation professionnelle beaucoup plus facilement qu'avant, où on va avoir des ex-conjoints qui vont justement envoyer des photos à caractère sexuel aux collègues de l'ex-conjointe. Donc, pareil sur la sphère familiale, en fait, on va beaucoup plus facilement pouvoir retrouver toute la famille, le cousin, la mère, la tante sur les réseaux sociaux et donc avoir accès aussi et faire pression sur les personnes de la famille, là où avant c'était plus complexe. On est aussi dans des dimensions qui sont donc plus vastes sur ces cyber-violences où on voit en fait que on démultiplie les moyens d'atteindre la victime en fait, où tous les outils connectés vont devenir des potentiels outils qui vont être détournés pour commettre des violences. Donc on a eu la question notamment dans le chat euh, des radiateurs connectés, des alarmes, etc., etc. En fait, tout va pouvoir être détourné pour atteindre la victime. On est aussi dans un temps qui est plus long, là où certaines formes de violence s'arrêtent après la séparation. Dans les cyberviolences, on est sur des violences qui peuvent durer pendant des années et des années. La diffamation en ligne, par exemple, le cyberharcèlement, etc., etc., ce sont des choses qui peuvent vraiment perdurer dans le temps. Et on est aussi sur un élargissement du territoire à dominer. C'est-à-dire que le téléphone portable, l'ordinateur, tous les outils connectés vont devenir un prolongement de la victime, un prolongement de son corps. En fait, le téléphone, finalement, c'est presque un prolongement de ma main aujourd'hui. Et donc, le conjoint violent va vouloir dominer de la même manière euh, les outils, euh, les outils connectés et donc s'infiltrer et contrôler tous ces outils-là. Donc nous, à la FNSF, on n'avait pas nécessairement les cyberviolences comme indicateur depuis des années, c'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de violence. Du coup, juste avant de passer à nos outils, pour revenir un peu sur la partie liée au 3919, on est sur une formation en continu au 3919, c'est-à-dire que on s'adapte en permanence à l'évolution des violences. Donc, on a depuis quelques années pris en compte
les cyberviolences. Donc aujourd'hui, c'est un des indicateurs qu'on suit et les écoutantes ont aujourd'hui des formations dédiées sur les cyberviolences. Elles ont notamment été en formation au Centre Hubertine Leclerc. Elles ont aussi eu une formation du collectif féministe contre le cyberharcèlement et on a en fait très souvent, on vient chercher les ressources qui sont développées. Donc là, par exemple, quasiment toutes les ressources qui ont été citées sont des ressources qui sont utilisées par les écoutantes de la FNSF. Et donc, on forme en interne, mais on a aussi pour vocation à la FNSF de sensibiliser le grand public, de faire évoluer les mentalités sur les violences conjugales et les violences faites aux femmes de manière générale. Et donc l'année dernière, en mars, on a lancé une campagne dédiée aux cyberviolences. L'idée de cette campagne, c'était de représenter trois profils différents. Euh, pour montrer en fait que ces violences, elles peuvent toucher tout le monde. Un couple marié avec enfants, un couple de jeunes cadres dynamiques, trentaine d'années, et un couple début de vingtaine. Et donc, on avait trois formes de violence présentées, le tracking, donc le fait de géolocaliser sa conjointe, le cyberharcèlement et les menaces de diffuser des photos à caractère sexuel. Ce qu'on voulait aussi représenter dans ces spots, c'est donc la diversité des cyberviolences, c'était aussi la difficulté de les repérer quand on est à l'extérieur. C'est-à-dire que dans les spots, on est de l'autre côté du téléphone, on ne sait pas ce qui est écrit sur le téléphone, et donc nécessairement, c'est un peu plus compliqué de repérer ces violences-là. Et dans le premier spot, on voulait aussi montrer comment les enfants peuvent être instrumentalisés dans les cyberviolences conjugales, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre d'une séparation, c'est fréquent que les réseaux sociaux des enfants soient instrumentalisés pour continuer à harceler l'ex-conjointe ou que le téléphone portable des enfants soit géolocalisé par l'ex-conjoint pour pouvoir suivre les déplacements quand les enfants sont avec leur mère, etc., etc. Cette campagne, donc, elle s'adressait à la fois au grand public pour sensibiliser sur cette question, mais aussi directement aux victimes. Et donc, on a la slide suivante, un outil donc, qui s'appelle le cyberviolentoscope qu'on a développé, qui est un outil, vous allez le reconnaître donc, immédiatement, qui est une adaptation du violentomètre, mais dédié aux cyberviolences. L'idée de cet outil, c'est à la fois d'être à destination des victimes, mais aussi d'être à destination des professionnels. En fait, c'est un outil qui va montrer des situations qui sont normales au début, ce qui devrait être une situation saine et équilibrée, et au fur et à mesure, qui vont montrer toutes les situations qui ne sont pas normales, qui sont déjà de la violence, du contrôle, euh, et qui doivent alerter. L'idée de cet outil, c'est de permettre aux victimes de repérer les violences, de comprendre que ces violences-là, que ces faits de violence ne sont pas normaux, et donc potentiellement d'aller chercher de l'aide avec, avec une prise de conscience sur les violences subies. C'est un outil qui est aussi utilisé par les écoutantes. En fait, parfois, ça peut être plus facile pour une victime quand on lui donne des exemples, en fait, de s'identifier, de comprendre, etc. Parce que le mot cyberviolence, il est large, il est un peu flou, et on peut mettre derrière plein de représentations sans se sentir soi-même vraiment euh, particulièrement concerné. Par exemple, ce que j'entends par cyberviolence, moi, ça va être le fait d'avoir des photos nues diffusées en ligne. Moi, en soi, mon conjoint, il fait jamais ça. En revanche, il a accès à mes comptes et il a supprimé tous les contacts d'hommes de mes réseaux sociaux. En fait, si dans ma représentation, ça ne fait pas partie des cyberviolences, je ne vais pas nécessairement l'identifier. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'accompagner les victimes vers une prise de conscience. Euh, et, euh, et au 3919, du coup, comme je vous disais, on est sur à peu près trois formes de violence à chaque fois qui sont évoquées. L'idée, c'est aussi de comprendre l'imbrication entre les différentes formes de violence, comment celles-ci vont se répondre et comment elles vont se nourrir. Donc, comment est-ce que la cyberviolence va rentrer en interaction avec la violence psychologique, avec la violence verbale.
nous, on identifie 7 formes de violence conjugale. Donc, on a les violences physiques, les violences verbales, les violences psychologiques, les violences sexuelles, les violences administratives, les violences économiques et les cyberviolences. En fait, toutes ces violences, elles interagissent et les cyberviolences viennent renforcer ces mécanismes-là. Et donc, l'idée de ces outils, c'est aussi de permettre d'identifier et de mettre en relation avec les autres formes de violence. Voilà, nous, le conseil qu'on donne tout le temps, c'est bien sûr de ne pas hésiter, même en tant que professionnel, à appeler le 3919. Si il y a des questions, des interrogations, comment est-ce que j'ai repéré ça, je n'en suis pas sûre, comment est-ce que je fais, etc. Les écoutantes du 3919, elles sont aussi là pour ça, pour aider dans ces cas de figure-là et pour donner des ressources quand on se sent un peu démuni face à une situation. Elles ont ce rôle-là aussi de d'aider les professionnels qui vont rentrer en contact avec les femmes victimes de violences pour permettre une meilleure prise en charge. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est assez important. Et sachant que du coup, pour nous, pour les victimes, le conseil qu'on donne toujours, c'est d'orienter donc vers le 3919 et d'orienter vers les associations aussi. C'est extrêmement important pour les victimes d'avoir un accompagnement qui est spécialisé, qui correspond à leurs besoins et qui va leur permettre d'avoir un parcours de sortie des violences qui sera euh, comment dire, qui sera entouré, encadré et donc de favoriser en fait ce parcours de sortie des violences, soit par de l'hébergement, soit par de l'aide au relogement, soit par des conseils juridiques, par l'accompagnement aussi des enfants qui sont victimes des violences conjugales. Donc voilà, vraiment pour nous, c'est très important de remettre aussi au cœur le travail des associations qui concrètement vont pouvoir faire le suivi avec les femmes victimes de violences et leurs enfants. Merci beaucoup Camille pour cette présentation. Donc vous avez le contact de Camille, mais il sera aussi remis à la fin comme celui de la FNSF. Bah, c'est parfait ce que vous avez dit sur l'importance des associations, notamment dans l'accompagnement, dans la prise en charge des cyber violences. Euh, et c'est la dernière partie que l'on va aborder dans ce webinaire on voulait vous présenter à la fin les ressources d'accompagnement d'associations féministes et les dispositifs de signalement. Donc, les associations féministes ont souhaité vous en présenter deux majoritairement, qui sont en fait deux associations spécialisées sur l'accompagnement des victimes de Ouais, cyberviolence Claire, c'est Laura, ça va? au sein de couple. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. Ça devrait, ça devrait être bon. Merci de bien vérifier qu'ils sont fermés. Du coup, les deux associations que vous Et- voulez vous présenter, c'est donc la première association Stop Ficha, qui est une association qui permet de faire de l'accompagnement juridique et psychologique des victimes notamment via un formulaire sur leur site internet, donc on peut les contacter et on peut aussi signaler des contenus en ligne via un autre formulaire. Donc par exemple, si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est victime de partage de contenu intime non consenti, qu'il est publié publiquement, vous pouvez contacter l'association Stop Ficha, remplir le formulaire pour que l'association vous aide à faire les démarches pour retirer les contenus illicites en ligne. Il y a aussi donc l'association En Avant Toutes qui possède un chat à destination des jeunes pour écouter, conseiller, rediriger. Donc c'est un petit chat qui apparaît sur le côté du site internet sur lequel les jeunes peuvent poser des questions et notamment sur leurs relations intimes.
de manière générale, et donc aussi sur les violences et les cyberviolences qui peuvent arriver. Il y a un premier site qui s'appelle Mes premières fois pour les 10-14 ans. Donc là, les questions et l'approche est plutôt centrée sur les un peu plus jeunes. Et un autre site, Comment on s'aime sur les 14 ans et plus. Pas de limite d'âge après 14 ans, mais qui est centré quand même sur les relations pour les jeunes. Et ces deux associations ont été aussi formées par le Centre Hubertine sur les cyberviolences au sein du couple. Une autre ressource, un autre dispositif important qu'on voudrait vous présenter, qui peut être utile pour l'orientation des victimes, des proches, ainsi que pour vous-même, vous pouvez contacter ce dispositif. Donc, c'est la PNAV, plateforme d'accompagnement des victimes. Il s'agit d'un dispositif spécifique parce qu'il est animé par des policiers, policières et gendarmes spécialement formés sur les violences sexistes et sexuelles. Donc concrètement, il s'agit d'un chat disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc un chat d'échange avec les professionnels de la police et de la justice, pardon, police et gendarmerie, pour pouvoir poser toutes les questions, notamment relatives à est-ce que je peux porter plainte pour telle ou telle violence, cyberviolence. Donc ça peut être une aide à la qualification des faits. Ça peut être une explication sur le parcours judiciaire des victimes. Donc, ça peut être voilà, les réponses à des questions très concrètes. Si je porte plainte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'agresseur va être au courant? Donc, il y a toutes ces explications-là via le chat. Il y a également la possibilité d'orientation de ce chat vers un commissariat avec une prise d'un rendez-vous. Donc, ce qui peut aider, faciliter les démarches des victimes. Et il peut, en cas de situation d'urgence, aussi l'envoi d'une brigade d'intervention urgente. Donc, voilà, en tout cas, un dispositif spécifique animé par voilà, les policiers, policières et les gendarmes, en tout cas vraiment qui peut aider à avoir toutes les informations nécessaires pour les victimes, les proches et vous-même en tant que professionnel. Merci beaucoup, Iman. On voulait aussi mettre en avant les plateformes de signalement, puisque dans les cyberviolences, celles-ci qui laissent des traces en ligne, il y a souvent des contenus, que ce soit des images, des textes, des posts qui peuvent être publiés. Et donc, vous avez à votre disposition deux plateformes de signalement. La première, c'est Pharos, qui est la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements, qui permet en fait de signaler tout contenu illicite et public sur Internet. La plateforme, elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc c'est le cas pour les cyberviolences, mais c'est aussi le cas pour d'autres formes de contenu illicite, par exemple raciste, LGBTQIA+ phobe, etc. Cette plateforme, elle a un rôle d'enquête et de demande de retrait des contenus illicites auprès des hébergeurs. Et elle peut prendre aussi des mesures administratives pour des contenus d'exploitation sexuelle des mineurs. Donc il y a une procédure un peu spécifique pour les mineurs. Et vous avez ensuite juste en dessous le site internet que vous pouvez voilà, retrouver quand on vous partagera le diaporama. Vous avez aussi donc l'association Point de Contact qui a développé différents outils de signalement pour les victimes ou témoins de cyberviolence. Autre point aussi important pour signaler des contenus, vous n'avez pas besoin d'être la victime, vous pouvez être aussi témoin, vous pouvez voir des contenus et les signaler. C'est pas une obligation que ces contenus soient dirigés envers vous ou contre vous. Et donc, Point de Contact fait le lien avec les hébergeurs et les plateformes numériques afin d'obtenir le retrait, ainsi que ils sont en lien avec les autorités de police et la gendarmerie. Donc, vous pouvez faire le signalement avec la victime si elle l'a pas déjà fait, ou la victime peut aussi directement le faire elle-même. Pour faire suite sur les dispositifs, je vais commencer par du coup le numéro le 3018. Du coup, ça fait suite à ces dispositifs spécifiques sur les cyberviolences en particulier. Donc, c'est un numéro national pour les jeunes victimes de violences numériques, animé par l'association e-Enfance. Donc, la particularité de ce numéro, c'est que l'association e-Enfance a le statut de tiers de confiance pour retirer des contenus en ligne. Donc, c'est un lien direct avec les plateformes, les réseaux sociaux.
donc l'association peut rentrer facilement en lien avec ces plateformes-là pour faciliter le retrait des contenus signalés par les victimes. Donc normalement, c'est un dispositif, un numéro qui s'adresse aux jeunes, mais l'association a voilà déjà et accompagne beaucoup, a déjà accompagné et accompagne beaucoup les personnes majeures également parce que ce rôle de tiers de confiance peut faciliter ces retraits. Euh, on a, voilà, pour peut-être élargir également sur les autres dispositifs et numéros d'écoute. Donc, comme on l'a indiqué tout à l'heure, puisqu'il s'agit des violences sexistes et sexuelles, c'est important d'orienter vers les numéros spécifiques. Donc, on a parlé tout à l'heure du 3919 pour les victimes, les proches et les professionnels. Et il y a également un numéro spécifique pour sur les violences sexuelles, donc animé par le collectif féministe contre le viol. Vous le voyez ici à l'écran, il peut être joignable en semaine pour pouvoir aussi avoir des renseignements, un soutien psychologique, des conseils juridiques, donc un numéro spécifique sur les violences sexuelles. Et puis voilà, on a souligné avec vous le rôle des associations spécialisées dans l'accompagnement des victimes des violences conjugales qui peuvent prendre le relais dans la suite de l'accompagnement après ce premier entretien notamment que vous menez avec les victimes. Et donc au Centre Hubertine Auclair, on a créé une cartographie spécifique des dispositifs associatifs d'accompagnement des victimes des violences sexistes et sexuelles avec un moteur de recherche. Donc, vous pouvez cibler violence conjugale et vous avez aussi les types d'accompagnement, hébergement, première écoute, premier accueil, accompagnement juridique, par exemple. Et vous avez également la possibilité donc, du coup, de situer par territoire, rentrer un code postal pour identifier les dispositifs qui vont se situer à proximité. Donc, voilà, une cartographie qu'on a mis en place ici au Centre Hubertine Auclair et qui est accessible à tous les professionnels, donc cartographie francilienne et également cartographie nationale qui existe sur le site stopviolence.gouv. Alors peut-être voilà du coup on vous propose maintenant un temps d'échange. Donc on est allé au bout de cette présentation du cadre d'action, des ressources qui peuvent vous être utiles. Donc voilà, on est à votre disposition pour pouvoir échanger sur voilà si vous avez des questions sur ce cadre d'action que nous avons proposé ou sur les dispositifs ou encore si vous souhaitez présenter peut-être voilà des questions ou des situations particulières que vous avez rencontrées, bien évidemment avec voilà toutes le cadre anonymisant de toutes les situations, mais du coup, là, si vous souhaitez partager aussi des questionnements autour des situations spécifiques, ça peut être tout à fait aussi voilà, le cas et la possibilité d'échanger autour de ces situations spécifiques. Alors, on a une question de Caroline qui demande, donc, est-ce que nous avions des exemples de bonnes pratiques en termes de protection des données personnelles des victimes par les professionnels dans un contexte de cyberviolence? Pour un exemple très concret, nous faisons très attention à ne pas mettre le nom des personnes dans les objets des mails, échanges entre professionnels, mais quid du corps des mails et des pièces jointes? Oui, alors tout à fait, alors il n'y a pas de réponse directe ou simple pour ces questions. Par contre, il y a plusieurs choses que vous pouvez avoir en tête dans ces cas-là, et la réponse va dépendre de la situation de la victime. Je vous conseille déjà de regarder dans le kit sur les violences conjugales du Centre Bertine Leclerc qui détaille plusieurs manières d'agir. Mais par exemple, sur le contact par mail, donc si vous mettez pas le nom de la personne dans le champ du mail, c'est aussi enfin, déjà très bien. Si par exemple c'est pour contacter la personne, des fois on donne le conseil de de se mettre d'accord en amont d'un objet du mail, et l'objet du mail ça va être quelque chose de très général, par exemple promotion Carrefour ou je sais pas, quelque chose qui sont des semelles qui ressemblaient à des spasmes pour pas que le partenaire ou l'ex vienne fouiller les mails s'il a accès à tout ça. Par contre, pour le corps du mail et les pièces jointes, bah, toujours le renommer, ça peut être un conseil général. Si par contre il y a vraiment un risque de cybersurveillance, de cybercontrôle, l'autre conseil qu'on donne, c'est de créer une autre adresse mail sécurisée qui est spécifique aux échanges avec les professionnels et dont la victime aura le seul accès en créant aussi un mot de passe robuste pour pas se le faire hacker. Et cette adresse mail sera voilà prise, déconnectée à chaque fois, voire suivant la situation de cybercontrôle ou de cybersurveillance à l'insu ou imposée, que la personne se connecte via cette adresse mail sur
un seul téléphone ou un autre ordinateur portable ou sur voilà, des autres outils numériques auxquels les agresseurs ne peuvent pas avoir accès. En effet. Et en complément, pendant le premier entretien, on conseille à tous les professionnels de poser la question à la victime. Est-ce que vous êtes la seule à consulter votre adresse mail? Est-ce que cette boîte mail est sécurisée? Donc, ça peut être aussi déjà, voilà, le départ de l'entretien avec les victimes, de la discussion sur les volets cyber. Et donc, en fonction de cette situation, comme Inès a expliqué, il peut y avoir plusieurs possibilités. Et parfois, ça peut être aussi, voilà, une impression d'un mail que vous pouvez, en tant que collectivité, de dire, voilà, vous pouvez juste envoyer un mail comme une information vous attend à l'accueil de la collectivité. Vous pouvez mettre le nom de la victime. La victime viendra chercher l'imprimer. Donc, ça peut être vraiment plusieurs stratégies qui peuvent être envisagées en fonction de la situation. Et un dernier point aussi, c'est que cette question-là, comme l'a dit Iman, est à poser à la fin de leur premier entretien et on conseille aussi vraiment de le poser à chaque fois, enfin de reposer la question à chaque entretien, puisque comme la situation peut évoluer, c'est important dès qu'on est en contact avec la personne, de reposer la question, notamment de la communication. Et je vois que Camille, vous l'avez levé la main, vous pouvez prendre la suite. Alors là, on vous entend pas, Camille, vous avez des Vous activités? m'entendez? Ouais. Ouais, Pardon, je pense que c'était aussi une question RGPD, parce qu'il y a une reprécision dans la question. ouais, Et dans ce cas-là, en fait, il y a des règles RGPD. Nous, au sein de la FNSF, on a un guide RGPD à destination de nos associations sur les bonnes pratiques à avoir. En fait, en fonction du type de données qui sont traitées, si on est sur des données, par exemple, qui sont liées à la santé, qui sont confidentielles, sur les échanges mails, il y a une date de conservation maximum possible. Et si vous avez un doute sur le fait que vous puissiez être hacké ou quoi, dans ce cas-là, c'est moins RGPD, mais c'est plus renforcer le système et vous assurer que il n'y a pas de possibilité de hackage. Mais sinon, en fait, c'est vraiment pour le coup de la RGPD et de la protection des données qui s'applique en soi à tous les domaines, mais dans nos domaines qui traitent donc de violence conjugale, il y a une vigilance supplémentaire à avoir. C'est pour ça que nous, on outille toutes nos associations sur ce sujet-là. yes. Oui, parce que Caroline précisait que elle parlait plutôt des échanges en professionnel en cas de fuite de données. Voilà. Merci pour la question. On a aussi une question de Judith Winter de Montreuil, la ville de Montreuil. Elle a une question plus large, mais elle se demande comment réussir à avoir un entretien individuel avec une femme que l'on pense victime de cyberviolence lorsque le mari la suit à chaque fois qu'elle se rend dans nos structures, centre social en l'occurrence. Ça peut être en effet effectivement plusieurs possibilités. Donc c'est toujours voilà effectivement s'adapter à la situation de la victime. Vous pouvez en tout cas effectivement proposer quelque part voilà peut-être donner une plaquette avec des informations si c'est possible pour qu'elle puisse revenir quand ce sera possible pour elle, de proposer peut-être parfois voilà un autre rendez-vous qui serait plutôt sur la scolarité des enfants et aborder la question des violences à ce moment-là, si elle peut se déplacer seule. Mais du coup, voilà, essayer de trouver des stratégies possibles ou voilà, donner le numéro effectivement 3919, ce qui serait peut-être pour elle parfois voilà une possibilité de contacter, de ne pas se faire un déplacement, mais de contacter les professionnels plutôt via un numéro, via un chat avec toutes les ressources qu'on a présentées. Peut-être il y aura une autre, voilà, c'est cette première étape qui va être faite à l'externe de la collectivité et puis par la suite, peut-être elle sera dans un deuxième temps, elle aura plus de possibilités de revenir dans la collectivité pour la démarche. Alors peut-être juste pour compléter, euh, ayant déjà été dans ce type de situation, vu que je menais des permanences juridiques au sein du MDS, et donc du coup on était souvent confrontés à ces situations, et nous ce qu'on avait fait, c'est dans la salle d'attente, on expliquait que on recevait la personne concernée et que les personnes extérieures étaient invitées à rester dans la salle d'attente. Donc ça peut être enfin voilà, si l'auteur voit cette affiche, il va se dire bon bah c'est pas spécifiquement pour moi qu'elle me demande de sortir.
Après, en tout cas, moi, lors de mes permanences, je demandais systématiquement qu'il y ait au moins à minima un rendez-vous où je suis seule avec la personne, peu importe le motif. D'ailleurs, moi, c'était pas que pour des violences, hein, c'était peu importe le motif du rendez-vous. Et ça faisait partie, au fait, un peu de la règle qu'on avait instaurée. Et de fait, les, euh, les auteurs étaient un peu moins embêtants et insistaient un petit peu moins pour rentrer au rendez-vous. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous aider. Merci Cathy pour cet ajout. Il y a également Camille. Vous avez indiqué sur le chat qu'effectivement la fiche du 3919, le fait de l'afficher, ça peut être voilà aussi beaucoup plus facile que de pouvoir donner un dépliant à la victime alors que l'agresseur l'accompagne. Merci également pour ces apports. Voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Pour l'instant, on n'a plus trop de questions. On a des au revoir déjà. Oui, Euh, oui. Peut-être juste aussi en stratégie, on l'a vu de plus en plus dans des commissariats ou dans des associations aussi, des QR codes qui peuvent être mis voilà, dans des salles d'attente, dans des endroits pour que si la victime ça suppose que la victime ait accès enfin, à son téléphone et qu'il n'y ait pas une cybersurveillance ou un cybercontrôle accru, mais que la personne peut voilà scanner le QR code et avoir un onglet ouvert dans son téléphone avec quelques pages, enfin qui renvoie sur une page d'aide sans qu'il y ait voilà un besoin de noter quelque chose. Et oui, je vois aussi dans le chat d'afficher dans un violentomètre, dans la ressource dans les WC des femmes porte intérieure. Effectivement, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Très bien. Est-ce que bah, vous avez d'autres questions? Sinon, je pense qu'on peut euh, pas tarder à terminer le webinaire, sauf si une des intervenantes veut rajouter un dernier mot ou si Rama, tu as une autre question euh, d'ici là. Très bien. Bah, merci beaucoup à toutes les intervenantes, à Camille, Cathy, Iman pour voilà, être intervenues et avoir permis que ce webinaire se réalise. Un grand merci à Rama pour la gestion du chat, du Zoom. Un merci aussi à Marion qu'on ne voit pas mais qui était aussi en soutien. D'un avantage aussi un merci à l'ami prof pour le guide qu'on a pu faire en collaboration et merci à toutes les personnes présentes pour ce webinaire. Bah, on espère que vous avez pu avoir suffisamment d'informations pour comprendre les cyberviolences et pour agir. Et je rappelle que du coup, le webinaire est enregistré et sera disponible sur le site du Centre Berthier Leclerc et que vous recevrez les différentes ressources qui ont été mentionnées et abordées au sein de tous ces échanges. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir, merci. J'arrête l'enregistrement.